Dominique, je vous propose de prendre la suite pour nous parler un peu de ce que fait la MLF et puis nous présenter quelques capsules vidéo. Absolument. Ouais. Merci François, merci Samuel. Alors, moi, je voudrais revenir très rapidement sur le titre du colloque que nous avions organisé avec Alain, Raphaël, Delphine, qui s'appelait Grandir ensemble avec et grâce nos différences. Et donc, c'est vraiment, je pense, le changement de braquet qui s'est opéré depuis quelques années. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que ces élèves posaient des problèmes, on va considérer qu'ils vont nous aider à nous enrichir tous et à embarquer toute une communauté scolaire. Alors concrètement, la MLF, bien sûr, encourage, accompagne les établissements dans cette démarche. Je vous montrerai quelques exemples, mais nous avons bien sûr plus d'établissements qui s'y sont engagés. Et nous avons mis en place avec Delphine une communauté d'enseignants depuis 3 ans qui, là, pour le coup, est accessible sans condition d'inscription, ouverte aux enseignants, aux AESH, aux ASEM, au personnel de direction, pour les accompagner justement dans cette école inclusive. Et notamment, puisqu'on parle, on parle justement que ça profite à tous, cette année, la communauté est davantage axée sur ce qu'on appelle la conception universelle des apprentissages. C'est-à-dire qu'on va concevoir en amont comment est-ce qu'on peut s'adresser aux élèves pour ne pas les mettre en difficulté et pour que ça profite au plus grand nombre. Également, nous avons notre centre de développement professionnel qu'anime avec brio Julie Gounet, qui accompagne cette recherche, notamment avec la mise en place d'un autre DU pour compléter, puisque comme l'a dit très justement Alain, les places sont limitées par faute justement de ressources humaines. Donc, je voudrais vous montrer quelques exemples rapidement de choses très riches dans nos établissements. Et pour commencer, une première capsule qui se passe à Montaigne, au Liban, où vraiment là, on est au cœur de l'ADN de l'établissement qui a conçu même la construction de l'établissement de manière à pouvoir accueillir, grâce à des rampes, des handicaps plus lourds et qui a également 3 salles particulières qu'ils appellent l'espace étincelle, l'espace soleil et l'espace arc-en-ciel qui, par moment, prennent ces élèves, puisqu'on parle parfois de handicap cognitif même lourd, pour leur apporter des soins avec des orthopédagogues, par exemple. Donc, vous allez voir comment ça se concrétise au sein de cet établissement Montaigne, qui est engagé depuis sa création, depuis sa conception, dans cette éducation inclusive. L'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers dès la petite section fait partie de l'ADN du lycée Montaigne depuis sa création en 2012. Le lycée Montaigne est un établissement de la mission laïque française. Des aménagements en fonction de leurs besoins sont mis en place dans l'établissement pour tous les enfants en situation de handicap ou de troubles d'apprentissage. Depuis son ouverture jusqu'à ce jour, le lycée Montaigne a accueilli de nombreux élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous citons par exemple la trisomie, la surdité, les retards de développement, les handicaps moteurs. Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers est une priorité au lycée Montaigne. Cela se construit toujours dans le cadre d'un partenariat avec les familles, condition indispensable à la réussite de ce projet. Au second degré, les professeurs principaux sont les interlocuteurs privilégiés. Ils observent, évaluent l'avancée des élèves, fixent des objectifs clairs et concertés.
Cette logique partenariale construit une relation de confiance entre les familles et l'établissement, condition de la réussite des élèves. Au lycée Montaigne, les programmes peuvent être adaptés, aménagés ou différenciés selon les besoins de l'enfant. Bonjour, je suis Alexandre depuis la MR. Je suis maintenant en troisième et je vais passer le brevet. J'ai une affaire avec moi, tout ce que l'école dit, le transfert, elle met surtout pour les matières arabes. Bonjour, j'étais au lycée Montaigne depuis le CP et maintenant je suis quotidien, je fais et je fais des séances d'orthopédagogie en français. Alors, une des conditions pour que ça fonctionne bien, on l'a vu, hein, c'est vraiment d'embarquer toute l'équipe. Et ça va être l'objet de la deuxième petite capsule, c'est de montrer à quel point pour les enseignants, c'est important d'être accompagnés. Hein. Vous l'avez souligné depuis le début, on parle de la formation. Je vais vous montrer maintenant ce que le lycée d'Audet à Casablanca a choisi de mettre en place avec une équipe de référents. Alors là, on est dans le recrutement hein, d'enseignants qui ont cette capacité avec un diplôme à l'appui d'accompagner justement les équipes au plus près. Ils ont fait le choix d'avoir ces référents à mi-temps en classe pour garder un pied dans la pédagogie et à mi-temps auprès des équipes pour les accompagner au plus près. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour la capsule d'Audet pour les 3 premières minutes. Bonjour, je suis Stéphanie Nordet, directrice de l'école élémentaire Alphonse Daudet à Casablanca, au Maroc. Je suis également la référente école inclusive pour l'ensemble de l'établissement, de la petite section à la terminale. Depuis 3 ans, avec mon collègue Kamel Lamsirine, directeur du site maternel, nous travaillons à un concept d'école inclusive où l'inclusion ne concernerait pas uniquement les élèves à besoins particuliers et les quelques enseignants volontaires pour les accueillir, mais serait l'affaire de tous et irait bien plus loin. Pour nous, une école inclusive, c'est une école où tous les élèves trouvent une place, quelles que soient leurs différences, leur parcours scolaire et leur projet de vie. C'est une école où tous les adultes, tous les personnels, quel que soit leur statut, se sentent utiles et participent à la construction d'un environnement apaisant et bienveillant. C'est une école où tous les enseignants ont un parcours professionnel différent. Parce qu'à l'étranger, nous pouvons avoir un enseignant détaché de l'Éducation nationale, un enseignant détaché du ministère du pays d'accueil, mais également des enseignants sans formation et sans expérience professionnelle. Enfin, on peut se retrouver avec des enseignants qui ont un parcours dans un système éducatif différent. Nous avons une vraie diversité d'enseignants. Une école inclusive, c'est une école qui est capable de valoriser cette diversité au service des élèves. Dans les faits, nous avons recruté 3 enseignants spécialisés, eux-mêmes avec des parcours différents, mais avec un point commun, l'envie de créer une école inclusive modèle. Ainsi est née la cellule école inclusive du lycée français international Alphonse Daudet, composée de 5 membres, les 2 directeurs du primaire
et les 3 enseignants spécialisés. Dans les premiers mois de la création de la cellule École inclusive, nous avons surtout observé, écouté, analysé les besoins du terrain. Les besoins étaient finalement un peu partout, car nous étions une jeune école ouverte en septembre 2017, avec de nombreux élèves à besoins éducatifs particuliers et un certain nombre d'élèves en situation de handicap. Parallèlement, beaucoup d'enseignants étaient inexpérimentés et le personnel dans son ensemble n'avait aucune idée de ce qu'était une école inclusive. Il a donc fallu se répartir les missions pour pouvoir sensibiliser l'ensemble du personnel au concept école inclusive, prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap, former les enseignants et les accompagner les familles, former les ASESH, identifier les spécialistes prêts à travailler dans le même sens que nous, repenser tous les espaces, des espaces dédiés où le travail personnalisé peut se faire, les laboratoires pédagogiques où les élèves se retrouvent autour de certaines dynamiques, et puis les espaces intérieurs à chaque classe. Il a également fallu s'équiper et créer des malles avec du matériel spécifique. Je m'occupe de l'accompagnement. Voilà, donc là, ça c'est pour la deuxième partie, si on a encore un petit peu de temps, dans laquelle on verra comment les référents expliquent leur travail. Mais l'objectif pour nous, c'est justement de ne pas simplement mettre des élèves qui auraient une situation particulière en classe et puis attendre au mieux que ça se passe bien, mais c'est vraiment à la source d'aider et d'accompagner les enseignants, puisque vous avez vu que le statut même des enseignants est très différent. Et donc, ça a été le parti de cette école, mais comme d'autres, hein, on le verra plus tard tout à l'heure, c'est aussi l'objectif justement de notre communauté. Alain disait tout à l'heure très justement que dans un DU, on n'a pas finalement énormément de place, hein. Donc, on essaye également depuis l'établissement lui-même d'avoir un accompagnement fort des enseignants. En termes justement de qu'est-ce que ça veut dire une éducation inclusive. Et je rajouterais qu'on est en train de réfléchir dans cette communauté l'année prochaine à accompagner également les ASH. Je vais peut-être demander à Raphaël quelle vidéo elle propose qu'on passe, ou à Monsieur Trintignac. La première. Oui, vas-y Alain, vas-y. Oui, je peux vous proposer en fait de passer la première en fait du lycée français de Tananarive sur le DAIS, parce que peut-être en le contextualisant un tout petit peu, je pense que dans le portage en fait de la politique inclusive en fait du réseau, pour le moment, le discours dominant consiste à essayer de privilégier une inclusion de chaque élève à besoins éducatifs particuliers dans le cadre ordinaire et quotidien de la classe. Et on sait tous qu'en France, on a quand même des structures internalisées dans les établissements, type Ulysse, type SECPA, qui sont des structures d'accueil de ces élèves, mais en les regroupant par type de difficulté, quitte à ce que, dans le cadre des Ulysse, ils aient effectivement une classe de rattachement dans laquelle ils puissent effectivement se rendre avec des navettes particulières et qu'il s'agit de construire en fonction justement de leurs besoins. La particularité justement de l'expérience de Tananarive, c'est d'avoir pris pas le contre-pied, mais en tout cas d'avoir amorcé une réflexion sur un dispositif un petit peu alternatif qui permet de faire une offre et d'accueillir en fait des élèves qui présentent des besoins éducatifs françaises, parce que c'est une structure en fait qu'on n'a pour le moment pas véritablement promue dans le cadre de la politique du réseau. Donc c'est intéressant de voir que certains établissements s'approprient en fait cette question et cette problématique de l'inclusion en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs projets, et pour essayer d'être au plus près des besoins des élèves. Et je trouve que dans ce cadre-là, c'était intéressant de vous partager en fait cette expérience assez particulière qui se tient en ce moment à Tananarive. Juste avant de lancer la vidéo, juste apporter mon témoignage. Lors de ce déplacement, vraiment tout à l'heure en introduction, je vous parlais un peu de l'émotion qu'on peut parfois avoir lorsque
on entend des jeunes élèves bénéficier et vous dire avec leur cœur la façon dont ils sont accompagnés. Et je salue vraiment. Alors, je sais que tout ce que vous faites les uns les autres et à travers vos différents témoignages aujourd'hui le démontre. Mais je tenais vraiment à saluer cette équipe locale parce que le travail engagé est extrêmement, je dirais, non seulement remarquable d'humanité, mais avec en plus des personnels qui sont des personnels et à la fois titulaires et à la fois de droit local, mais qui ne comptent pas leurs heures et qui s'engagent pour les élèves, pour la bonne cause, je dirais, la cause de l'inclusion. Et c'est là où je me suis permis de signaler au directeur de l'AEFE, et ce serait bien que l'OBEP s'empare de ce sujet, d'accompagner en plus ces familles, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas les moyens même de faire un dépôt de dossier MDPH parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire le diagnostic préliminaire pour démontrer et être accompagné soit par un orthophoniste, soit par d'autres personnels médicaux, enfin du personnel médical qui les amènerait à pouvoir démontrer que leur enfant est en situation de besoin particulier ou de handicap. Donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet à s'emparer auprès de l'OBEP là, et de ses membres, parce qu'il y a encore des failles dans ce système malgré tout le cœur et la bonne volonté que mettent les personnels partout à travers le monde qui s'engagent dans ce réseau pour l'inclusion. Mais voilà, je tenais vraiment à témoigner à titre personnel et au nom de l'équipe qui m'a accompagnée de cet engagement, en tout cas remarquable sur le terrain à Madagascar. Je voulais peut-être juste préciser une petite chose après les propos de Madame Casbonne. C'est que la personne qui coordonne ce dispositif d'accompagnement à l'inclusion scolaire dans ce lycée a suivi justement la formation DU dont il était question tout à l'heure. Apparemment, oui, et nous étions effectivement hier en réunion de l'OBEP toute la journée pour la première fois avec 2 ateliers l'après-midi. Il y avait effectivement une des responsables de cette politique d'inclusion à Tananarive qui a participé largement à l'ensemble de la journée. Donc, on est effectivement, voilà, je crois qu'on est vraiment sur la même ligne. Oui. Et ce dispositif avait été d'ailleurs présenté à l'occasion d'une réunion de l'OBEP précédente au moment de son lancement. Et donc, on est ravis de voir qu'il suit son chemin et qu'il trouve son public et ses modalités de fonctionnement. Mais on a encore besoin de les aider. Afin de ne laisser aucun élève sur le bord du chemin, le lycée français de Tananarive, le LFT, a créé le dispositif d'accompagnement à l'inclusion scolaire, le DAIS, depuis la rentrée de septembre 2021. Le LFT développe un parcours de scolarisation individualisé qui répond aux besoins des élèves en situation de handicap en vue de les amener vers une formation professionnalisante. Ce dispositif permet aux élèves non seulement de suivre un enseignement adapté à leurs besoins, mais également de développer des compétences scolaires afin de consolider leur autonomie personnelle et sociale. Les élèves orientés vers ce dispositif sont identifiés par le pôle ressources dès le primaire et possèdent soit une notification de la Maison départementale des personnes handicapées, soit une notification de la Commission locale d'aide et d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers du LFT. Ce sont donc des élèves qui ont des difficultés scolaires persistantes et qui ont besoin d'aménagement et d'adaptation pédagogique. Le DAIS accueille des élèves de la 6e jusqu'en 3e qui disposent d'un projet personnalisé de scolarisation, le PPS. Le PPS est un document qui définit la scolarité des élèves ainsi que leurs besoins, notamment en termes de matériel pédagogique adapté, d'accompagnement et d'aménagement des enseignements. Parmi les aménagements de la scolarité figurent les organisations des emplois du temps, qui prend en compte la fatigabilité des élèves, les prises en charge extérieures à l'établissement,
ou encore les périodes d'observation en milieu professionnel qui commencent pour nos élèves dès la classe de 4e. Nous sommes 2 personnes à prendre en charge la scolarisation des élèves dans le DAIS, une coordonnatrice et une AESH à titre collectif. J'encadre et j'anime des actions éducatives dans le cadre du DAIS avec la coordinatrice. Et il m'arrive aussi d'accompagner des élèves lors des temps d'inclusion dans les classes de référence. Des moments de concertation avec la coordinatrice sont programmés afin d'établir une cohérence et un suivi dans la prise en charge des élèves. Nous organisons des heures d'enseignement en collaboration avec les professeurs des classes de référence à travers des projets pédagogiques. Une équipe de suivi de scolarisation se réunit au moins 1 fois par an, précisant que les parents sont partie prenante de ce dispositif, ainsi que des décisions qui concernent leurs enfants. Je vous propose de regarder 2 autres vidéos et puis on passera la parole à Emmanuel. D'abord sur le Tananarive et ensuite on présentera les dispositifs mis en place par le LFI AFLEC à Dubaï. Depuis 2018, le pôle ressources agit dans les 4 écoles primaires et la 6e de l'EGD auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, EBEP, dans le but de répondre à leurs besoins en concertation avec le directeur, car il est la personne référente des EBEP dans son école. Les élèves concernés sont ceux qui ont déjà des plans d'accompagnement, PAP, 2A2P, PPS, ceux qui viennent d'arriver à l'EGD avec un diagnostic ou des plans d'accompagnement, et les élèves non connus dont le signalement suivra un protocole particulier. Dans cette action, le pôle ressources accompagne et sécurise le parcours scolaire des EBEP. Il accompagne aussi les enseignants dans la mise en œuvre des différents plans PAP, PPS, 2A2P qui existent. L'enseignant référent identifie les points d'appui et les fragilités des élèves dans leurs apprentissages à l'aide d'observations en classe, de la passation d'évaluation scolaire et d'entretien avec l'enseignant. Il propose, mutualise, partage, recherche des outils qui soutiennent les pratiques des enseignants à destination des EBEP. Il veille au suivi de la mise à jour des dossiers EBEP et au renouvellement des dossiers MDPH. Le psychologue scolaire aide au repérage des élèves porteurs d'handicap cognitif ou de troubles des apprentissages à travers des observations, la passation de bilans cognitifs ou de bilans attentionnels. Il accompagne aussi les AESH dans leur rôle auprès des élèves, en particulier par rapport à leur posture dans leur relation avec l'élève, et il contribue aussi à orienter les familles vers les professionnels en libéral lorsque le de l'élève le nécessite. Le pôle ressources intervient également de manière ponctuelle auprès des élèves du dispositif d'aide à l'inclusion scolaire du collège. Le temps qu'on passe à l'autre vidéo, juste pour vous dire que là, on a abordé un peu le thème des AESH. On va y revenir longuement. Il y a beaucoup de questions sur les AESH. Donc, on aura toute une série d'échanges sur ça dans les prochaines 15 minutes. Mais d'ici là, donc, je laisse le temps à l'équipe de trouver la vidéo du lycée français international de la FLEC à Dubaï. La voici. Bonjour et merci pour votre invitation au 4e rencontre réflexe centrée sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, une priorité aux Émirats. Alors, je suis Sylvain Lunetta, le proviseur du lycée français international de Dubaï, et je vous propose un témoignage en direct de notre établissement du réseau AFLEC, partenaire de la mission laïque française et de l'AEFE. Et j'espère que ce témoignage illustrera comment ces élèves à besoins éducatifs particuliers sont une priorité pour le pays, pour l'établissement et l'affaire de tous. Alors, en quelques mots, notre établissement français scolarise près de 2900 élèves, de la maternelle à la terminale, et nous allons fêter nos 20 ans à la rentrée 2023. Notre établissement a donc ouvert en 2003, avant la loi de 2005 en France, et il s'est adapté
dans un contexte local aussi marqué par une prise en compte accrue des élèves à besoins particuliers. Et après cela, ce que je propose, c'est de vous montrer comment nous, on s'organise pour la mise en œuvre concrète. Nous avons une équipe qui porte la politique de développement de l'école inclusive dans l'établissement. Cette équipe est composée d'un premier pôle qui est celui de la gouvernance. Un gouverneur de la FLEC chargé de l'éducation inclusive, c'est Gilbert Pietric, qui s'engage auprès des établissements et apporte du soutien et organise aussi des missions d'assurance qualité sur site. Le soutien est aussi celui de notre opérateur soutien financier avec le financement de formation, et j'y reviendrai. Cette équipe au défi est dirigée par le proviseur avec ses adjoints, avec d'autres collègues qui ont des rôles spécifiques. Tout d'abord, des personnes ressources du pôle inclusif, avec une orthophoniste, une assistante sociale, une enseignante spécialisée, chacune avec son expertise à l'échelle de l'établissement, mais surtout une complémentarité dans l'observation des élèves en classe et la mise en place des différents plans d'aménagement. Nous avons aussi une conseillère pédagogique, l'encadrement intermédiaire composé des coordonnateurs de cycle, du cycle 1 jusqu'au cycle terminal, des référents de niveau pour l'élémentaire, des référents de département disciplinaire pour le secondaire, qui prennent une part active dans l'accompagnement des autres collègues et le partage des compétences. Et là, c'est une spécificité de la FLEC qui a mis en place un dispositif classe ouverte, rémunéré, qui permet aux enseignants d'assister au cours d'un autre collègue pour observer, par exemple, la manière de différencier l'enseignement d'une notion particulière. Donc, en plus de formation, il y a donc une politique ambitieuse de développement professionnel qui responsabilise tout en donnant le pouvoir d'agir, le devoir d'agir dans la confiance sur ce sujet. Les fiches de préparation sont aussi largement partagées. Elles doivent obligatoirement mentionner les éléments de différenciation qui sont apportés en classe et pas simplement pour les élèves à besoins particuliers. De la même manière, cela nous demande une grande attention lors du recrutement. Il s'agit de mesurer si le futur collègue s'engagera réellement dans cette dynamique et s'il pourra même devenir une ressource dans les équipes. Il y a donc tout cet écosystème, cet accompagnement de proximité pour développer une culture de l'inclusion scolaire chez les personnels, en partenariat aussi avec les familles. Et tout ceci est mesuré, et c'est le KHDA qui le mesure à travers des inspections annuelles. Il y a 2 semaines, nous avons reçu une dizaine d'inspecteurs qui prennent possession de l'établissement, qui passent de salle en salle, observent, questionnent, consultent les documents des enseignants, les documents des élèves, les fiches de préparation sur les portes des classes. Ils organisent des interviews et tout cela pendant 3 jours et nous donnent ensuite le résultat de l'évaluation de manière très fine par bloc d'items. Alors voici quelques captures d'écran pour vous montrer en fait le détail. Il y a d'abord la mesure de l'impact. Quels sont les résultats et les progrès des élèves? Et pour cela, nous avons un responsable des données qui assure ce suivi très fin à partir des résultats d'évaluation pour tous les élèves, les garçons, les filles, et aussi pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a aussi une mesure d'impact en tant que système. Par exemple, dans la mesure du leadership, qui peut être évalué de très mauvais à outstanding. Et vous remarquerez sur cette image que l'inclusion est un des maîtres mots. Vous remarquerez aussi comment les descripteurs du niveau de maîtrise sont précis et permettent de s'autopositionner. Autre exemple, sur les dizaines d'items qui sont spécifiques à l'inclusion, celui qui mesure notre capacité à adapter le curriculum d'un élève à besoins particuliers. Ceci s'appuie sur des procédures qui sont connues, qui sont fléchées sur des fiches de signalement, par exemple. Pour terminer, j'aimerais simplement évoquer 2 actions phares. La première, c'est une semaine des différences. À cette occasion, tout l'établissement est mobilisé avec, par exemple, des ateliers animés par les élèves, pour sensibiliser aux différences et avec le soutien de l'association des représentants des parents d'élèves. Enfin, j'ai le plaisir de vous montrer un extrait d'une autre vidéo. Ce sont des percussions corporelles de nos 650 collégiens. Vous ne repérerez pas les 58 élèves avec des plans d'aménagement, dont un élève avec des troubles autistiques sévères, 9 élèves qui ont des troubles de l'attention, les 14 élèves qui ont des 10, un élève malentendant, 4 élèves précoces, surtout le 5e, un élève de 6e, qui est en train de faire des mathématiques avec les élèves de première. Voilà, en conclusion, je souhaiterais vraiment rendre hommage à tous ceux qui œuvrent au quotidien
dans cet établissement et dans les autres d'ailleurs, pour rendre l'école plus juste, plus fraternelle. Je suis admiratif devant les enseignants, les ACEM, les AVS, les collègues de la vie scolaire et toutes les personnes dédiées qui prennent soin de nos élèves. Au LFI, nous avons plus de 2800 élèves. Chaque élève n'a qu'un seul établissement et ses considérations, son épanouissement, l'ambition pour chacune et chacun, le lien avec les parents et les autres professionnels qui nous mobilisent et qui nous guident au quotidien. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vous auront permis de mieux connaître notre contexte, les valeurs du projet humaniste de la FLEC. À bientôt. Parfait, merci. Merci Sylvain. Je ne sais pas s'il nous suit, mais je sais que Rima Mahmoud, le vice-président de la FLEC, nous suit. Vous avez vu, on a écourté une partie de la vidéo, mais toutes les vidéos hein, qu'on passe et éventuellement celles qu'on n'aurait pas le temps de passer, mais qu'on a eu la chance d'avoir, seront toutes mises en ligne sur l'adresse du rendez-vous réflexe. Et comme ça, elles pourront être visualisées par ceux qui le souhaitent.